Cette émission est une présentation de l'optométrie Gravel, là où on fait tout pour vos beaux yeux. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de La Parole aux aînés. Donc, mon nom est Geneviève Cyr et c'est moi qui vais faire l'animation de l'émission pour aujourd'hui. La Parole aux aînés, c'est une chance de s'arrêter dans la vie que l'on mène pour écouter le message que les aînés ont à nous donner. Donc, aujourd'hui, on va rencontrer M. Réal Nadeau, qui va nous partager quelques moments de sa vie et des moments inspirants sur lesquels on va pouvoir prendre exemple. Donc, merci, M. Nadeau, d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être avec vous. On va reculer au début, au tout début. Dans le fond, vous êtes originaire de quel endroit? De Pont-Brillant, qui est un secteur de Thetford depuis quelques années. Donc, je suis je demeure à Thetford. Donc, je suis encore dans mon milieu, pour ainsi dire. Puis vous habitiez plus au village ou à la campagne? À la campagne, au chemin des Bois-Francs. Et dans le temps, on appelait ça le 4e rang ouest. Fait que vous habitiez sur une ferme? Oui. J'étais dans les derniers d'une famille. Puis vous étiez combien d'enfants? Une dizaine d'enfants vivants, parce qu'il y a de mes frères plus âgés qui sont morts en bas âge alors d'une triste épidémie. Et ils ont les premiers 4 enfants qui sont morts dans la famille, dans les années 28, 29, 30. C'était dans une courte période qu'ils sont décédés? Ah oui, dans 40 jours. Entre le 20 mai et le 30 juin. Il y a 4 enfants qui sont morts. De la méningite? De la méningite. Oui. Il y avait... Dans ce temps-là, on interdisait au public d'entrer. On disait que la maison était placardée. Parce qu'il y avait justement un placard à l'entrée qui interdisait les visiteurs. Alors, c'était une période difficile pour la famille. Puis comment vos parents ont survécu à cette épreuve-là? Il y avait par le courage, des gens courageux, tous les deux, puis des gens de foi aussi. Puis ils étaient d'ailleurs appuyés par leur pasteur. Leur pasteur partait du village qui était environ, qui était à 1 mille et demi de notre maison, puis il venait visiter la famille tous les jours pendant ces 40 jours-là. Tous les jours? Tous les jours, le curé. Donc, il marchait pendant 1h30, peut-être? À peu près 1h30, oui. C'était très généreux. Mes parents nous en ont parlé, comme ça les a soutenus. Ça les a aidés dans la grande épreuve. Perdre 4 enfants, hein. Le premier est mort le 20 mai, puis le dernier, le 4e, le 30 juin. Alors, puis il y a un autre enfant qui est mort dans la région de la même maladie, mais l'épidémie n'a pas été trop étendue. Puis vous êtes né après ça, dans le fond. Fait que après, vous êtes le 12e? Je suis le 12e, et c'est avant que je naisse que c'est arrivé. Mais mes parents nous en ont parlé, beaucoup. Hein. Fait que vous êtes né quand même à une drôle d'époque. Là. Vous êtes né à la fin de la crise. Là, oui. Vos frères venaient de décéder. Oui, fait que c'était une drôle de période pour arriver. Oui. Là. Mais on était... Mais comme je vous dis, mes parents, particulièrement ma mère, étaient des personnes très courageuses, puis qui avaient une grande foi aussi. Ça les soutenait. Mais vous m'avez dit que vous avez quand même été choyeux, fait que vous étiez dans les derniers. Dans les derniers, oui. Mes frères plus âgés nous appelaient les petits, les 3 derniers. Alors je suis l'avant-dernier. C'était quoi vos responsabilités à la ferme? Ah oui, de temps en temps, j'avais soit des poules, des poulets. Je nourrissais les poulets. J'allais faire boire les veaux à l'étable aussi. Alors, c'était vraiment tous les jours, ça. Mais j'aimais ça, j'aimais le contact avec les animaux. Alors, puis je pense que les animaux sentent qu'on ne les bouscule pas. Alors, les petits animaux comme les grands. Il y avait une porcherie aussi. Ça, on trouvait les porcs moins sympathiques. Puis vous m'avez dit que dans votre famille, il y avait une seule fille. Une seule fille, oui. Au milieu d'un groupe de garçons. Elle était à peu près dans le milieu de la famille, de 14 enfants. Alors, oui, comme je dis souvent, les gens aussi, ils sont surpris de ça. Oh, mais j'ai dit, ma soeur a survécu à ce groupe de gars grâce à maman qui s'en est occupé pour qu'elle garde toujours
son style féminin. Elle jouait seulement avec des gars, là, des jeux dans ce temps-là. Mais l'atmosphère était chaleureuse. Ça n'a pas fait jamais de problème depuis. Puis vous m'avez dit que elle était responsable de faire la vaisselle, entre autres, puis que parfois elle aimait pas fois, ça. Elle allait se cacher dans le jardin, en arrière de la maison. Et puis, quelquefois, elle disparaissait parce qu'elle aimait pas beaucoup essuyer la vaisselle. Ça serait quoi un de vos plus beaux souvenirs d'enfance? Ah, j'en ai plusieurs beaux souvenirs, mais il y en a un, c'est autour de Noël. À Noël, l'accent dans notre famille était mis sur les enfants, tandis qu'au jour de l'an, c'était pour mes frères les plus vieux, les jeunes adultes. Puis, mes parents nous donnaient des cadeaux à Noël. Puis, je me rappelle, ma mère avait commandé une petite crèche par le catalogue Eaton ou Dupuis, je ne sais pas, c'est les deux catalogues qu'on avait. Puis, mais elle m'a joué un petit tour. Elle m'a commandé une crèche plus grande que celle que je pensais. Quand elle est arrivée, je suis tout surpris. Elle a donné la plus petite à mon frère plus jeune, puis la plus grande, elle l'a donnée à moi. Une belle grande crèche d'environ un pied et demi de longueur, là. Puis un pied d'auteur. Ça, c'était précieux. Et puis on la mettait proche du sapin, là, le sapin de Noël. Puis on l'a gardé des années de temps. Puis vous m'avez confié que vous étiez aussi un amoureux de la nature. Beaucoup amoureux de la nature. Moi, tout m'impressionnait dans la nature. Hein. Un orage, pour moi, j'aimais ça voir venir ça. Puis voir aussi la neige qui tombait. Surtout la poudrerie au soleil couchant. Ah, ça, j'aurais pu regarder ça 2 heures de temps. Mais le coucher du soleil ne durerait pas 2 heures. Mais je voyais la poudrerie dorée qui courait sur la neige. Pour moi, je me braquais dans la fenêtre. Je restais là. Alors, une chance que ma mère nous disait souvent, ou d'autres, mais c'est le temps de souper. Alors, mais je regardais beaucoup la nature. Même adulte, j'ai gardé cet amour de la nature, les couchers du soleil, les levées du soleil. La neige, comme on l'a eu généreuse dernièrement, là. Alors, je ne reste pas indifférent. Vous pouvez me demander dans n'importe quel temps dans le jour de la direction du vent, puis je vous le dirai. Parce que le matin, en m'élevant, sauf peut-être par exception ce matin, à cause d'un programme particulier, je n'ai pas eu le temps autour d'observer dehors. J'observe toujours voir qu'est-ce qu'il y en a. Est-ce qu'il va faire beau? Est-ce que la direction du vent, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il neige, est-ce qu'il fait soleil? Est-ce qu'il fait soleil? Alors moi, j'aime beaucoup la nature. Puis suite à ça, vous avez été à l'école? J'étais à l'école, oui, du 4e rang ouest, qui était situé sur la route qu'on appelle aujourd'hui les Bois-Francs, qui n'est pas loin de la mine Flintcott, de l'ancienne mine Flintcott. On allait à l'école du rang, puis il y avait des enfants de tous les coins, justement. C'était notre première socialisation, en fait. Puis j'aimais l'école. J'ai toujours aimé l'école. Et puis, puis c'était l'arrière, les plus jeunes pouvaient avoir 6 ans, les plus vieux pouvaient avoir 14 ans, 15 ans même. Alors, c'était tout dans la même classe, là. Fait que là, vous avez resté là jusqu'en 6e année? Et plus, oui, 6e, 7e année. Puis ensuite? Ensuite, j'allais au bout de temps à l'école au village de Pontbriand, parce que je voulais aller au séminaire après. Alors, je voulais compléter mon certificat de 7e année. Fait que ça a dû être un bouleversement quand même pour vous? Oui. Pour moi, là, devenir pensionnaire, c'était... les 2 premiers mois que j'étais pensionnaire, là, c'était vraiment... J'avais vraiment l'ennui en moi, là. Je m'ennuyais parce que... Parce que quand vous êtes allé étudier à l'école du village, vous étiez plus à la maison familiale. Là, c'est la première expérience hors de la maison. Je logeais chez une dame au village, qui était d'ailleurs très bonne, une dame parée. Puis c'était justement sa fille qui enseignait à l'école du village. Il y avait beaucoup plus de monde à l'école du village qu'à notre petite école. Alors, c'était une autre expérience. Puis ensuite, vous êtes allé au séminaire à Saint-Victor. Oui. Parce que là, vous vouliez devenir prêtre. Oui. C'est un endroit pour étudier sa vocation. Alors, il y avait le cours durait 8 ans. Et on appelle ça le cours classique. Alors, ce qui équivaut aujourd'hui de
secondaire 1 à collégial 3. Ce serait ça aujourd'hui, ou cégep 3. Mais au début, ça a été difficile pour vous d'être un pensionnaire. Ben oui, je m'ennuyais beaucoup. La nuit, des fois, je pleurais sur mon oreiller. Puis, mais au bout de 2-3 mois, ça s'est passé. J'ai toujours aimé le séminaire où j'étais. Plus tard, j'ai été professeur. J'ai été retraité plusieurs années aussi à ce séminaire-là, avant qu'il change de vocation, il y a une dizaine d'années. Parce que pour vous, les valeurs familiales étaient très importantes. C'était difficile de quitter la famille au début. Exactement. C'est difficile de quitter un milieu chaleureux. Puis j'en ai pris conscience une fois que je l'ai quitté, comme ça arrive souvent. Les bonnes choses, on les découvre quand elles ne sont plus là. Alors, mais j'ai quand même aimé mon temps de séminaire beaucoup. Puis est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez être un prêtre? Oui, moi, c'est toujours ça. Il y en a qui décident ça à 20 ans, à 25 ans, mais moi, c'était enfant. Et je voulais être prêtre à la manière de notre curé, l'abbé Matt, qui était un prêtre très pieux, puis très, très, très proche des gens. Alors, je voulais être comme ça. Mais en même temps, je voulais aussi être missionnaire, Père Blanc, pour aller en Afrique. Puis je correspondais même avec les Pères Blancs. Puis, et à un moment donné, au milieu de mes études à Saint-Victor, je me suis rendu compte que je n'aurais pas la santé adéquate pour un milieu, un climat chaud comme celui de l'Afrique. Okay. Parce que l'été, la chaleur me fatiguait. Oh mon Dieu, je ne peux pas en Afrique. Alors j'ai décidé d'être prêtre ici au Québec. Puis, ben vous avez été ordonné en quelle année? En 1960. Alors, on a 3 prêtres qui ont été ordonnés ensemble ici à Thetford. Fait que vous avez connu l'ancienne Église et la nouvelle? L'ancienne Église, juste le concile a commencé. J'ai été ordonné en 1960, précise, au mois de juin. Puis le concile a commencé en octobre 1963. Puis là, le renouveau a commencé. Donc, j'ai connu les deux. J'ai fait du ministère dans les deux formes. Une avec la grande soutane, le dos, peuple. Et puis, tandis que là, on est revenu à quelque chose de plus proche des gens. Les célébrations, le prêtre se tournait. Ça, c'était une des décisions du concile. Il y a du monde qui l'ont... En général, les gens l'ont apprécié. Quelques-uns n'ont pas aimé trop. C'est normal. Tout changement, ça dérange. Puis c'est quoi les principaux changements? C'était dans la langue. On allait à la messe. On avait toujours un livre qui donnait la traduction. On avait à gauche, 2 colonnes, le latin, à droite, le français. Alors, on suivait quand même la messe comme ça. Et tous les chants étaient en latin à la messe. À partir du concile, c'est un gros changement. Il y a quelques chants qui sont restés en latin pour qu'occasionnellement, on peut les utiliser en liturgie, mais c'est des qu'occasionnels. En général, c'est toujours la langue du peuple. Ici aussi, c'est en français au Québec. Puis l'objectif, c'était de se rapprocher des gens, dans le fond. Ben oui, face au peuple. La communication est meilleure avec les gens. Alors, puis souvent, de temps en temps, on peut faire même des homélies partagées, où on partage la parole de Dieu, que le peuple qui est là. Surtout quand il s'agit d'un groupe qui est petit. Là, c'est facile. On est face aux gens, on leur parle. Alors, c'est une simplification. Mais il ne faut pas oublier qu'au début de l'Église catholique, beaucoup de gens parlaient le latin. C'était quand même un peu leur langue. Et ensuite, ben, vous savez, le latin en France est devenu le français, puis en Espagne, il est devenu l'espagnol. Puis alors, ça, il y a eu différentes langues dans le monde catholique. Mais depuis le concile de 1963, on utilise la langue du peuple. Ça signifie beaucoup. Puis qu'est-ce que vous pensez que l'Église vit présentement? Ah, bien, il y a beaucoup de turbulences. Mais la société elle-même est turbulente. Alors, il ne faut pas se surprendre. L'Église vit dans la société qu'il y a des turbulences. Il y a souvent des problèmes familiaux, plus qu'autrefois, semble-t-il. Par contre, il y a des belles découvertes qui se font dans le monde de l'éducation. Alors, il y a beaucoup d'attention qui est portée aux personnes. Avant, c'était peut-être plus général. On enseignait la même chose aux jeunes enfants, puis aux jeunes gens, aux jeunes adultes. Mais là, on s'adapte plus. C'est plus complexe,
mais c'est plus vrai. Puis vous, vous travaillez toujours, là. Vous célébrez encore des messes. Oui, bien oui. Même tout à l'heure, je célébrais la messe, parce que aujourd'hui, c'est un mercredi. Je célèbre la messe le dimanche, et le mercredi, le dimanche, beaucoup de personnes viennent, beaucoup de personnes de résidence. Là aussi, on essaie de donner la chance aux gens de participer par la lecture des paroles, parfois du chant. Puis il y a une équipe aussi qui s'occupe de ça. C'est pas moi personnellement qui fais partout, là. Alors, en église, je suis censé être en communauté. Alors, il y a des laïcs qui font le rôle de sacristain, d'autres qui font les lectures, d'autres le chant. Puis vous visitez encore des gens qui sont malades? Ah ben oui, souvent les gens me téléphonent. Ici dans la maison, on est quand même, ici à la résidence de Renaissance, on est 230 personnes. C'est quasiment une petite paroisse, là. Alors, mais j'aime bien ça. Alors, je continue à faire mon ministère. Je rends grâce au Seigneur d'avoir la santé de continuer à le faire. Parce qu'il y a bien des confrères qui, pour une raison ou pour une autre, ont dû arrêter beaucoup plus jeunes de faire du ministère en raison des difficultés de santé. Parce que vous avez touché à plein de choses dans votre carrière. T'sais, vous avez été dans des prêtres, vous avez été enseignant, vous êtes occupé de la pastorale. Exactement, beaucoup de choses. Alors, et dans différents milieux, j'ai jamais eu l'occasion de faire du ministère dans la ville de Thetford même, seulement quelques mois pour remplacer un curé. Mais mon ministère, en général, s'est fait en Beauce, à Lévis, à Cap-Rouge et à Québec. C'est des endroits où je suis allé, donc des endroits très différents. Et puis, je garde un bon souvenir de mes passages là, avec des défis particuliers à chaque milieu. Quand on est dans un milieu étudiant, c'est tout à fait différent d'une paroisse, hein, où on rencontre des gens de tous âges. Et puis, mais j'ai toujours aimé particulièrement aussi le ministère auprès des jeunes. Les jeunes, on en rencontre partout. On en rencontre ici comme des visiteurs, mais ici c'est plus rare, un peu là. Mais en général, les jeunes sont accueillants. Et puis, et ici, les personnes âgées aussi, plusieurs ont connu des paroisses où la présence de la foi était forte. Alors, on en profite ici parce qu'on voit, la ferveur des gens se manifeste spontanément. D'autres ont plus de problèmes, mais ils sont dans la société d'aujourd'hui aussi. On n'est pas dans notre monde, là. Bien, on vit dans une société qui est en mouvement, peut-être en mouvement trop rapide pour qu'on s'adapte, fait qu'on a envie de tendance à dire que notre société est malade. Oui. Peut-être que la bienveillance s'effrite un peu. Il faudrait réapprendre à prendre soin les uns des autres. Oui, c'était le cas, surtout quand la majorité des chrétiens vivaient dans le monde rural, ici au Québec. Là, la grande majorité sont des urbains. Alors, ça fait du changement, beaucoup. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui savent s'adapter au contexte nouveau, puis vivre leur foi à travers de ça. Même si je suis toujours frappé par la jeunesse de cœur de certains grands-parents qui habitent ici dans la résidence. Je suis vraiment émerveillé de voir comment ils ont gardé la fraîcheur de l'amour, la fraîcheur de l'Évangile, sans tambour ni trompette, mais qui vivent quelque chose de profond avec leur famille, enfants et petits-enfants. Ou même aussi dans la société de la maison. C'est une petite société, quand même, avec 230 résidents. Puis la maison est pleine, là. Alors, donc, il se passe la vie. Puis c'est beaucoup d'activités aussi, hein, dans notre maison. Alors, ce qui garde bon le climat. Puis là, ben vous êtes un homme passionné, avec les yeux brillants, qui a toujours accompli plein de choses. Puis vous avez accompli, il y a quelques années, l'écriture d'un livre. Oui. Parce que, dans le fond, vous êtes intéressé à Alexandre Bissonnette. Alexandre Bissonnette,
c'est l'auteur, en fait, de la tuerie qu'il y avait eu à la mosquée de Québec. Exactement. Donc, vous, comme vous êtes un amoureux profond des gens, vous vous êtes dit, ben ce monsieur-là, malgré les gestes horribles, ne mérite pas d'être seul. Fait que vous êtes intéressé à sa cause. Puis même, je corresponds encore un peu avec lui. Et j'ai demandé, je me suis présenté comme quelqu'un qui a travaillé longtemps avec les jeunes. Je lui avais écrit à la prison peu après le drame, puis il a accepté que je communique avec lui. Alors, je l'ai fait, je continue aussi. Mais à un moment donné, quand je me suis mis à étudier le détail des événements de la mosquée, je me suis rendu compte que c'était pas tout clair comme l'autre, au plan justice, au plan respect. D'autant plus que c'était d'une période active au plan politique. Alors, la politique, quand on parle de l'accueil de l'autre qui est différent, ça entre en ligne de compte, là. Alors, mais j'ai écrit un livre et parler surtout ce qui a marqué ce jeune-là pendant de la 5e année primaire jusqu'au cégep. C'est l'intimidation. Ses parents ont beaucoup travaillé pour atténuer le problème, puis ils n'ont pas réussi beaucoup. Parce que dans les grands ensembles d'écoles, les polyvalentes, là, quand l'intimidation commence, c'est difficile à contrôler, là. Parce que les jeunes changent, les mêmes jeunes vont d'une classe et de l'autre, mais les mêmes petits groupes qui s'appellent des gangs, là, ils peuvent s'attaquer à quelqu'un, ce qui est arrivé pour... Et lui, il était timide, il était un peu plus petit que les autres. Justement, ça, c'est... Alors là, il en profitait, là. Il y en a qui le tassaient dans les coins. Ça part des insultes qu'il y avait, là. À tel point que les parents ont beaucoup intervenu, mais, comme il l'a dit, sans succès. Et le père lui-même, Alexandre, a écrit un livre dernièrement qui va sortir en librairie sur l'intimidation que son fils a vécue. Mais ça reste un geste d'amour inconditionnel de votre part parce que, tu sais, au départ, vous n'aviez pas de lien avec lui. Donc, aucun lien. De vous intéresser à lui, c'est un beau geste de votre part. Oui, bien, j'ai cru que c'était important parce que je crois qu'il vivait nécessairement une très grande solitude. Puis il était pointé du doigt partout. Alors, c'était... Mais c'est délicat parce que quand on communique avec quelqu'un qui a des blessures, faut pas dire n'importe quoi. Faut être très délicat, faut pas rappeler non plus le pire, pour essayer de faire de la diversion en même temps. Ça serait peut-être ça, le message qu'on pourrait retirer de votre expérience, de votre vie. Oui. C'est d'aimer tout le monde. Oui, exactement. Et avec une attention particulière aux plus blessés de la vie et aux malades, puis aux plus pauvres. Puis quand je prends les nouvelles, par exemple, j'ai encore la même attitude. Je m'intéresse plus aux problèmes qui se passent à Gaza que ce qui peut se passer à New York ou bien dans le social à Montréal. C'est que je vois là, les drames humains qui se font ici et là dans le monde, notamment en Palestine, là, dans le conflit israélo-palestinien. Là. Alors, c'est pas... Là aussi ce qui se passe en Ukraine. Alors, moi, je m'intéresse toujours à ça beaucoup. Parce que je dis, ceux qui... Mais d'ailleurs, il y a une parole de l'Évangile, ce n'est pas les biens... C'est Jésus qui a dit ça. Ce ne sont pas les biens portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. On peut être malade de toutes sortes de façons, par les souffrances qu'on a, physiques ou morales. Donc, notre émission tire tranquillement à sa fin. Oui. Ça serait quoi, pour vous, votre secret pour une vie heureuse et réussie? Bien, je remercie le Seigneur de ça, puis je vous remercie de m'avoir invité à partager avec vous, puis avec nos gens de la région, mon expérience, qui a ses limites, mais qui a ses richesses aussi. Alors, je suis très heureux. Et puis, je dis, quand je peux avoir une attention très précise à chaque personne, c'est ce qu'on peut toujours donner. C'est pas nécessaire d'être nommé pour ça, pas besoin d'avoir un certificat spécial. Il s'agit d'ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans notre maison. Puis essayer de vivre un jour à la fois. Ah, ça, c'est l'évangile pur, ça. C'est tout ce que je demande, dit la chanson, un jour à la fois. Parce que c'est une grande sagesse
Et c'est d'ailleurs dans notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et non pas notre pain général. Bien, Monsieur l'abbé, merci beaucoup pour ce partage. Je vous remercie de m'avoir fait confiance et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et nous, on se revoit à un prochain épisode de La Parole aux aînés.